First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. One, two. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Exquise Esquisse, émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par moi, Alexandre Souvrier, réalisateur de films graphiques. À l'heure où vous écoutez ce podcast, il sera sans doute sur iTunes et autres plateformes d'écoute. Je vous invite donc à vous y abonner et à le noter généreusement si celui-ci vous plaît. Aujourd'hui, pour ce 8e épisode, je reçois Liancho Han, animateur et storyboarder. Bonjour Liancho. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Sur ce podcast, on s'intéresse beaucoup au parcours des invités. Et du coup, moi, je voulais savoir comment tu étais arrivé à vouloir faire du dessin de ta vie. En fait. C'est un peu atypique. En fait, la majeure des parties des gens dessinent depuis qu'ils sont tout petits. Moi, c'est un peu différent. Bon, bien sûr, j'ai commencé à recopier des dessins de Dragon Ball Z, comme beaucoup de gens de ma génération quand j'avais 8-9 ans. Et ensuite, j'ai arrêté, parce qu'il fallait que je me consacre plus à mes études. Mais j'ai une petite sœur qui a 7 ans de moins que moi, qui, elle, dessinait Sailor Moon, quand je dessinais Dragon Ball Z, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à dessiner jusqu'à que... tout le temps, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Hein. Elle a quasiment le même parcours que moi. Elle est animatrice aussi. Animatrice aussi, ouais. Storyboardeuse, character designer. Elle a suivi ton parcours ou c'est toi qui as suivi? En fait, justement, c'est là le truc, c'est que quand au moment où, après notre passage du bac, on devait réfléchir à notre carrière professionnelle et forcément, comme tout bon asiatique, je regardais les IUT informatiques, etc. quoi. Et ensuite, en regardant les dessins de ma sœur, qui avait énormément évolué, bien sûr, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. J'étais déjà hyper fan de Japanime, aussi de jeux vidéo, etc., quoi. Et j'avais cette culture-là. Et c'était aussi quelque part mon rêve, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que je prends le pari de m'inscrire à une prépa, chose que j'ai faite à 18 ans. De prépa dessin? Prépa dessin, pour justement m'entraîner à dessiner, parce que j'avais entendu parler de cette école qui s'appelle l'école des Gobelins, qui était apparemment une école prestigieuse et que, voilà, pour tous les dessinateurs allaient dans cette école-là, mais qu'il y avait un concours très, très difficile. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à des prépas. Mes parents étaient un peu flippés de ça, mais ils m'ont fait confiance. Ils ont vu que j'étais quand même bosseur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à 18 ans, j'ai décidé de changer de direction. Et tu avais commencé l'IUT informatique? Non, pas du tout. J'étais vraiment en train de préparer mon bac S, en fait. Et juste après le bac, j'ai pu directement aller dans une prépa en art, quoi, en art appliqué. D'accord. Voilà. Donc, tu fais cette prépa, et pendant cette prépa, tu sais que tu vas passer les concours des Gobelins? Ou tout à fait. Je sais, je le fais pour, en fait. C'est-à-dire que j'apprends à dessiner pour le concours des Gobelins. Ce qui est assez difficile, parce que normalement, en général, on apprend à dessiner pour le plaisir, hein, bien sûr. Moi, j'avoue, j'ai dû apprendre pour un objectif, c'était de rentrer dans cette école-là. Et donc, du coup, j'avais un rythme, on va dire, entre guillemets, militaire, où j'avais vraiment, tel jour, je dessinais ça, tel jour, je dessinais ça. Et heureusement, on avait un groupe de gens, un groupe de potes, en fait, dans cette prépa, et avec qui on s'automotivait. On avait aussi le même objectif, de rentrer au Gobelin. Et donc, du coup, on dessinait ensemble, on sortait pour aller dessiner dans les musées, etc., quoi. Et donc, cette première prépa, c'était intéressant comme intro. C'était aussi la première fois de ma vie où j'étais vraiment intéressé par ce que j'étudiais, en fait. On était hyper à fond, quoi, vraiment, vraiment à fond. Et bien sûr, ensuite, tenter les concours des Gobelins, que j'ai bien sûr échoué la première fois, mais que j'ai réussi au bout de la 3e tentative. D'accord. Et tu savais ce que tu voulais faire après le concours des Gobelins? Après le concours, une vision à long terme? Pas du tout. Déjà la première année, je savais même pas du tout ce que c'était de l'animation. On me disait, alors que Gobelin, c'est une école d'animation. Moi, j'y allais un petit peu à l'aveugle. Hein. Je voyais juste le prestige et le fait que pour avoir un avenir, il fallait peut-être passer par cette école-là, quoi. Donc du coup, à cette époque-là, je savais pas trop où j'allais. J'apprenais juste à dessiner. C'est vraiment à la 3e année, c'est-à-dire l'année où je suis rentré, où j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'animation. Justement, c'était une année où j'avais pas de prépa. Je me suis fait une année sabbatique avec des amis et on s'est fait un programme, en fait. Et j'ai suivi des ateliers du soir comme celui de l'ADAC, par exemple. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était vraiment l'animation. D'accord. Voilà.
En tout cas, les prémices de l'animation. Voilà. Alors, tu me parlais de ton professeur juste avant l'émission, oui, là, tout à fait. Monsieur Hoa Vu, qui est une sorte de petit Vietnamien d'une 50aine d'années qui parle un peu comme Yoda, on va dire. Et on était tous en admiration pour ce prof. Vous étiez ces petits Jedi, quoi. Voilà, ces petits Padawan, on va dire. Et non, j'avoue, j'ai été vraiment très, très influencé par son enseignement. Par exemple, je te dis un exemple, il m'a dit une phrase une fois, il m'a dit, Lian Cho, en animation, il ne faut pas impressionner, il faut chercher à émouvoir. Et depuis, cette phrase m'est restée dans la tête jusqu'à maintenant, en fait. Et du coup, lorsque j'anime ou lorsque je fais du storyboard, plutôt que d'essayer de chercher à impressionner, chercher à faire du spectacle, j'essaye en tout cas de chercher plus à chercher plus l'émotion, en fait, à émouvoir le spectateur, l'audience. C'est resté un peu mon but, ma ligne directrice. Et donc, tu penses que c'est grâce à ces cours du soir à la DAC que tu as pu en partie rentrer au Gobelin, enfin, qui t'a apporté quelque chose de plus en partie, il n'y a pas tout. À cette époque-là, j'avais aussi, je me suis aussi inscrit à un atelier du soir qui était aux Beaux-Arts de Montparnasse, et c'était des cours de morphologie avec Thomas Vienck. Thomas Vienck qui est aussi prof de morphologie au Gobelin, qui était aussi prof de morphologie au studio Disney à Montreuil. Par exemple, c'est lui qui avait mis les muscles sur Tarzan, qu'on avait vu sur le harpou de Tarzan, sur les dessins de Glenkin à l'époque. On était tous fans, en fait. Et le fait de pouvoir prendre des cours de nu avec lui, c'était vraiment, waouh, c'était super, surtout que les places étaient assez limitées, quoi. Et donc, du coup, pendant cette année-là, lorsqu'on n'avait pas d'école, on a pu s'inscrire en fait à ces cours, et oui, j'ai énormément évolué aussi grâce à Thomas, grâce à Monsieur Vu, mais aussi grâce à ce programme, on va dire, où chaque jour on faisait des choses différentes entre potes. Donc bien sûr, mon groupe de potes avec qui on était m'a aussi permis d'évoluer aussi dans ce domaine, quoi, pour ensuite réussir plus tard le concours. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, tu t'étais sorti de la prépa et tu t'es fait tes propres cours presque. Ouais. Voilà, c'est ça. On a repris. J'ai fait l'atelier de Sèvres, en fait, qui est aussi une prépa la deuxième année. Donc la première année, c'était une prépa qui s'appelait Atelier Albers, qui est vers Jussieu. Puis ensuite, j'ai fait l'atelier de Sèvres, qui est une prépa un peu plus connue, plus structurée, on va dire. On s'est beaucoup inspiré de ce programme-là pour faire notre propre programme ensuite en troisième année, on va dire, entre guillemets, où voilà, on a fait, voilà, par exemple, lundi c'était perspective, mardi c'était zoo, mercredi c'était Louvre, etc. On dessinait des statues, on allait à la librairie, à la bibliothèque pour se faire des gobelins blancs avec des potes. On ramenait toutes nos affaires. Non, on était vraiment très très motivés. C'était vraiment presque martial, quoi. Vous étiez combien à peu près dans cette équipe On était 4-5 à peu près, ouais. Et vous êtes tous rentrés Non, j'ai un pote qui est rentré 2 ans après moi, Stéphane Chung. Les deux autres, Nassim et Denis, ont suivi d'autres parcours. Enfin, ils sont allés, par exemple, vers Isard Digital, qui est une école aussi d'animation privée. Et Denis, maintenant, actuellement, il est chez Micros, il fait du modeling. Et Nassim, il est animateur à Angoulême en ce moment, quoi. D'accord. 3D. Ouais. Il a animé d'ailleurs, justement, sur le dernier film de Jean-François Laguioni, Louise en hiver, il est animateur à Rennes. D'accord, donc vous êtes... Oui, on est tous sortis au final. Et qu'est-ce que tu as appris au Gobelin ? Qu'est-ce que j'ai appris au Gobelin ? Que l'animation, c'était très très difficile. Donc, j'ai appris énormément de choses, grâce au cursus, mais aussi grâce à mes camarades amis autour. En les observant, bien sûr, quand je suis arrivé au Gobelin, j'ai vu des brutes, quoi. J'étais dans la même classe que des gens comme Bastien Vives, par exemple, ou Michael Sans-Laville, ou d'autres personnes, plein d'autres. Bastien Vives qui n'est pas resté au Gobelin, mais qui est quand même resté 2 ans, mais il est parti avec Michael à la fin de la 2e année parce qu'il voulait pas faire de 3D. Il ne voulait pas faire de 3D. Quand je voyais des gens comme ça, bien sûr, on se sent tout petit, quoi, en fait. Mais bon, après, voilà, moi, je savais que l'animation était quelque chose qui était vraiment, qui m'intéressait énormément. Peut-être même plus que le dessin ou l'illustration, etc. Donc, du coup, je me suis vraiment consacré à ça et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup bossé
toutes les vacances, pendant les vacances scolaires, je faisais des animes perso, etc. quoi, pour évoluer. J'ai fait aussi des superbes rencontres. On a eu quelques profs super, comme le premier Antoine Antin, je ne sais pas si tu connais, c'est un super animateur hyper pédagogue qu'on a eu donc, en première année. Puis ensuite, bien sûr, on a eu des gens comme Stéphane Sanfoy et surtout un type qui s'appelle Bolem Bouchiba, qui est pour moi un des meilleurs animateurs que je connaisse, quoi, qui est super aussi un peu dans cette philosophie que j'ai, c'est-à-dire plutôt penser à émouvoir en fait, que impressionner, même s'il est hyper impressionnant quand même quand il anime, quand il dessine, mais il a quand même aussi cette intention-là de plus chercher, trouver les idées pour émouvoir le public, trouver les petits actings intéressants et surtout discuter avec lui, c'est fantastique, quoi. Non. Ouais. Donc j'ai eu quelques rencontres aussi qui ont quand même changé un peu aussi ma vision de l'animation, quoi. C'est grâce à ces rencontres au sein de l'école, avec les professeurs peut-être, que tu as commencé ton parcours professionnel justement ou... En fait, quand on est à l'école, on pense pas encore en tout cas au parcours professionnel. On cherche juste à faire le meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes en fait. Vous avez le nez dans le guidon en fait. Voilà, exactement, dans le guidon. C'est vraiment à partir peut-être de la 3e année après les films de fin d'études qu'on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on va faire comme job plus tard, quoi. Bon, ce qui est bien au Gobelin, c'est que les recruteurs viennent à l'école. Surtout, on a cette journée de jury où il y a de jury déjà, mais aussi une autre journée, on va dire portes ouvertes que pour les professionnels. Et on est là dans nos bureaux et les gens en fait viennent, passent nous voir, nous filent leur carte de visite, on leur montre nos books, etc. quoi. Donc du coup, c'est au niveau des contacts, c'est vachement intéressant. Par contre, pour moi, vu que j'étais plus ciblé animation 2D plutôt qu'animation 3D, et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de projets 2D, et il n'y avait que ce projet de l'illusionniste que Sylvain Chomet réalisait à cette époque-là qui m'intéressait. J'en avais justement entendu parler, on avait eu la visite de Paul Dutton, l'assistant réel et superviseur d'animation qui était venu, et j'y discutais un petit peu avec lui. Mais bon, les recruteurs de ce studio-là ne sont pas passés. Donc du coup, j'étais un peu bloqué. Mais moi, je leur ai écrit moi-même. Et du coup, Paul se souvenait de moi. Et bien sûr, finalement, après les Gobelins, bien sûr, j'ai eu un peu de vacances parce que j'avais pas eu de vacances depuis très longtemps. Pendant 6 ans, tu étais à fond tout le temps. Ouais, carrément. C'est vrai, pendant 6 ans, j'ai pas arrêté, quoi. L'été, je bossais à Disneyland pour être en tant que serveur. Et en année scolaire, j'étudiais, quoi, en fait. J'ai juste eu la chance, par exemple, entre 2e et 3e année, de travailler sur le film Lucky Luke, Tous à l'Ouest, pendant 2 mois. Et tu faisais quoi alors sur ce film ? Animateur. À la base, on m'avait proposé un stage, puis au culot, j'ai demandé le job. Donc j'ai passé le test et le superviseur d'anime a plutôt bien aimé ce que je faisais. Il m'a laissé ma chance. Et donc du coup pendant 2 mois, j'étais animateur sur ce film. Et ça aussi, ça m'a énormément apporté, quoi. Énormément. Même si c'est un style plus cartoon, alors que je suis plutôt réaliste, on va dire. Mais ça m'a énormément apporté. Et bien sûr, les rencontres qu'on fait dans le milieu professionnel, quoi. Et qui sont super inspirantes. Hein. C'est là où j'ai rencontré Uriel Mimran, qui est un super pote, super animateur, qui est maintenant actuellement superviseur d'animation pour une série pour Nickelodeon. Et non, les rencontres aussi sont vraiment, j'ai l'impression, décisives dans ce métier-là aussi, quoi. C'est comme ça, du coup, que tu fais ton réseau et que tu accèdes à d'autres films. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Bien sûr, il faut convaincre par son travail, mais c'est un petit milieu quand même, l'animation. Je dis pas qu'il faut non plus cirer les bottes de tout le monde, quoi, mais c'est quand même un milieu où c'est un petit milieu et en général les gens quand ils vous connaissent ils vous rappellent je connais un tel machin ou on se refile des jobs en quelque sorte, quoi. Aujourd'hui ton statut c'est quoi ? Mon statut, c'est intermittent ou c'était freelance? Intermittent, je mixe un peu les deux. En fait, vu que ces 2 dernières années j'étais à cheval entre Paris et Copenhague, donc du coup quand j'étais à Paris je faisais l'intermittence, et quand j'étais au Danemark, je vais bosser à distance, donc du coup, je faisais un peu de freelance. Mais plus, tu veux dire majoritairement...
quand tu étais au Danemark et que tu travaillais au Danemark ou tu travaillais pour la France du Danemark ou J'ai travaillé un peu pour la France, j'ai travaillé un peu pour le Danemark, je travaillais aussi pour d'autres pays comme les États-Unis, etc. Quoi. Et, tu peux travailler à distance. Ça, je pouvais travailler à distance. Et là, par contre, voilà, je prenais en freelance parce que normalement, quand tu es intermittent, en général, il faut bosser dans le studio. Quoi. Dans l'ensemble de ma petite carrière, en attendant, j'ai surtout été intermittent. Je suis encore intermittent actuellement. Là, je travaille sur le prochain film de Rémi Chaillet, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et oui, je suis intermittent. Est-ce que, au-delà du réseau que tu as et qui te permet de travailler, est-ce que tu as un besoin de te faire connaître sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai vu que tu n'étais pas très présent. Enfin, c'est pas évident de... Non, c'est vrai que peut-être que je me fais un peu vieux bizarrement. Alors, je n'ai pas l'impression d'être si vieux que ça, mais c'est vrai qu'il y a cette... en ce moment, il y a beaucoup d'artistes, ou techniciens, ou animateurs, etc., qui se font connaître par les réseaux sociaux via Tumblr ou d'autres plateformes. C'est vrai que moi, à part mettre ma bande démo, qui me sert aussi voilà, quand j'ai besoin d'appostuler pour un studio, j'envoie le lien Vimeo, quoi. Je me sens pas le besoin de ça. Pour l'animation, je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire. Pour des artistes, genre des designers, etc. Ça, je comprends. Ça, je pense que c'est très important et surtout, c'est très, très, très utile pour se faire connaître, pour que des studios, etc. vous appellent, parce que je pense que ces gens-là regardent justement beaucoup des blogs, etc., quoi. Des Tumblr pour justement choisir leur prochain directeur artistique, quoi que ce soit, quoi, pour choisir des pattes, en fait. Moi, je suis plutôt, on va dire, entre guillemets, technicien, en fait, quoi. Donc, du coup, en général, c'est surtout des prods, en fait, que je cherche, quoi. Alors que ces gens-là, c'est plus des développements, des projets en développement. Enfin, c'est vrai que c'est pas non plus un milieu que je connais énormément non plus, quoi. J'ai l'impression que quand tu veux quelque chose, quand tu y vas à fond, quoi. C'est-à-dire, tu vas voir les gens, tu leur écris jusqu'à ce que c'était un job. Alors, à l'époque, oui, surtout, à l'époque, bien sûr, quand j'avais les illusionnistes, je leur ai écrit. Heureusement que le superviseur était passé et qu'on se connaissait déjà, qui aimait plutôt bien mon travail déjà à cette époque-là. Donc, du coup, ça a aidé déjà. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le pied dedans, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, le prochain job que j'ai eu, sur le film qui s'appelle Zarafa, co-réalisé par Rémi Besançon et Jean-Christophe Lee. C'était un pote de l'illusionniste, Laurent Kircher, qui m'a présenté au réal, quoi. Donc du coup, le réal a vu ce que je faisais et a dit ouais, c'est bon, je te prends, quoi. Et ensuite, petit à petit, c'était pareil. Sauf peut-être au moment où j'ai changé de carrière, quand il n'y avait plus trop de taf en animation 2D. C'était vers 2011-2012. J'ai basculé sur le storyboard. J'ai en tout cas essayé, même si c'était une discipline que je trouvais super difficile, que je me voyais pas faire du storyboard parce que c'était trop dur au niveau dessin, ça demandait beaucoup de capacités que je trouvais que je n'avais pas, en fait. Et à cette époque-là, j'ai quand même au culot, je dis je vais passer des tests, quoi. Et j'ai eu un entretien avec Marc Osborne, co-réalisateur de Kung Fu Panda, qui réalisait Petit Prince à cette époque-là, via justement Bolem, qui m'a parlé de moi à Marc. Et j'y suis allé au culot, j'avais pas de storyboard à lui montrer, juste de l'animation, et je lui ai juste parlé du fait que voilà, même si j'avais fait de board, je m'intéresse énormément à la psychologie des personnages, justement pour pouvoir justement communiquer les émotions, et ça l'a intéressé. Donc du coup, écoute, passe un test, et j'ai passé le test, et au départ ça a pas fonctionné, mais grâce au test, j'ai passé le test d'Astérix, Le Domaine des Dieux, réalisé par Luc Lichy et Alexandre Astier. Toujours sur du storyboard. Toujours sur du storyboard. Et ça a marché. Donc j'ai réussi le test sur Astérix, mais plus tard, le Petit Prince m'a rappelé. Donc du coup, après pour Astérix, du storyboard toujours. Pour du storyboard, pour le poste, quoi. Et du coup, à un moment, Astérix, on était en pause parce que le scénario n'était pas encore fini, on va dire. Et c'est là où je suis parti sur le Petit Prince, où je suis resté pendant 5 à 6 mois. Et c'est vraiment ces deux prods-là, c'est vraiment des prods où je me suis vraiment formé au storyboard, on va dire, quoi. Et qu'est-ce qui fait le talent d'un storyboarder? Alors, si tu pensais ne pas avoir le niveau, enfin... Je sais pas trop, parce que j'ai pas lu de bouquin de storyboard. Au Gobelin, je m'étais pas vraiment intéressé au storyboard, à part regarder des films
Bien sûr, j'adorais les films de Ghibli, Miyazaki, Takahata, etc., quoi. J'ai envie de dire peut-être que c'est un ressenti, on va dire. Bien sûr, je faisais des erreurs, des maladresses, mais je pense que c'est en discutant beaucoup, en fait, avec le réalisateur, par exemple, essayer de trouver, trouver des enjeux, etc. La mise en scène, mais surtout d'essayer de comprendre le personnage, leur relation. Et surtout, en fait, c'est un truc que j'ai vraiment compris au storyboard, c'est qu'au départ, je pensais qu'il y a un script, il fallait juste faire des illustrations du script, quoi. Et en fait, non, le script est juste un outil. Il faut quasiment faire son propre film, en fait. À partir du script. Bon, le script est une référence, mais il fallait, comme si j'étais le réalisateur, comment je shooterais, comment je filmerais, comment je cadrerais les scènes, quoi. Et c'est dans cette attitude-là que je me suis mis. Ça a plutôt fonctionné. Donc, du coup, j'ai envie de dire beaucoup de feeling. C'est-à-dire que par rapport au script, j'essaie de voir quel type d'émotion je dois dégager. Et j'essaie de cadrer les personnages, de trouver une mise en scène adéquate pour ça, quoi. Donc du coup, c'est comme si j'étais moi-même derrière la caméra, moi-même réalisateur, et après, bien sûr, il y a une discussion avec le réal. Le réal dit, ok, ça c'est bien, ça j'aime bien, ça j'aimerais plus dans cette direction-là. Donc après, on affine, quoi. Ouais, tu le fais en direct avec le réal ou tu travailles d'un côté, tu fais ton truc, ensuite tu le montres au réal. Au départ, bien sûr, on lit le script et on essaie de réfléchir à des trucs, puis ensuite un brief. Il y a un brief avec le réal. Donc c'est là où on commence à discuter alors le réal, bien sûr, parle de ses intentions, de ce qu'il veut, et toi, tu lui proposes des choses, bien sûr. Ce que tu dis, ici c'est un peu bizarre, je trouve que ça c'est pas très cohérent, donc tu lui apportes des idées ou tu poses des questions parce que des situations que tu comprends pas. Et là, il y a un ping-pong, un échange où on commence à trouver des idées. Tiens, ça c'est marrant, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Et là, pouf, ensuite, avec tout ça, avec tout ce bagage-là, je commence à faire des dessins et après, voilà, on montre et après, ça va ou ça va pas, quoi. Ouais. J'ai vu que tu avais participé à des concours d'animation en 2009. Ah oui, oui. Sur un site qui s'appelle 11 Second Club. Oui. C'était le premier concours que tu passais pour avoir ou alors tu avais fait plein d'autres concours? Alors non, en fait c'était juste après l'Illusionniste. Alors l'Illusionniste, c'était une prod particulière. C'était une super prod, même si c'est très très difficile, mais comment dire, c'était très technique, beaucoup de marches en perspective, très réaliste, avec parfois, donc bien sûr pas de dialogue, pas vraiment d'acting, on va dire. Enfin, il y en a quand même, mais c'est très physique, quoi. C'est vachement basé sur une façon d'appréhender le monde de Jacques Tati, je crois, un truc comme ça. C'est ça, absolument. Alors moi, j'étais sur le personnage de Alice, la jeune fille qui accompagne justement Jacques Tati, qui est... alors Jacques Tati, bien sûr, le film de personnage de Tati dans le film est très inspiré, bien sûr, de Jacques Tati, bien sûr. Et Alice, c'était une jeune fille, c'était... pas extrêmement expressive. Disons que les grosses contraintes, c'était surtout faire en sorte que lorsqu'elle marche, lorsqu'elle se retourne, la robe tourne bien, qu'elle tombe pas par terre, que le poids soit bien réparti, etc. C'était vraiment très technique. En tout cas, c'est comme ça qu'on devait l'aborder, en tout cas avec le superviseur que j'avais à cette époque-là. Et j'ai énormément appris, bien sûr, à être très solide, faire en sorte que les dessins, les volumes ne changent pas, etc. Et faire en sorte d'avoir quelque chose de très réaliste. Et après ça, j'étais quand même très frustré parce que moi, c'était quand même l'émotion, l'acting, le jeu d'acteur qui m'intéressait vraiment, vraiment. Et bien sûr, à cette époque-là, je devais trouver quelque chose pour me motiver. J'avais pas tout de suite un taf. Après l'illusionniste, je me suis mis un petit peu en pause et j'ai profité de ce concours pour avoir un objectif, on va dire, quoi. Donc, et surtout une deadline, parce que c'est vachement important d'avoir une deadline. Et donc du coup, j'ai participé. C'était, je sais plus quel mois 2009, c'était. Septembre 2009. Et j'ai fait ce truc-là. C'était le seul que tu avais fait en concours. Alors j'en ai fait un beaucoup plus tard en 3D pour rigoler, quoi. C'était aussi un délire parce que j'avais envie de tester un petit peu la ligne 3D, mais c'était bien plus tard. Mais le premier, c'était celui-là. Parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal d'habitués sur ce genre de... Oui, oui, carrément, c'est une grosse communauté, 11 Second Club, et il y a des gens qui participent même tous les mois, j'ai l'impression, quoi. Non, c'est quand même épuisant déjà. Parce que ça dure un mois, en fait. Le truc est annoncé le début du mois et tu dois faire quoi, 11 secondes, du coup 11 secondes, le dialogue dure 11 secondes et il faut faire un truc en 11 secondes, quoi. En un mois à peu près, ouais. Parce que les timings d'animation, c'est quoi? Tu fais... Les quotas, tu veux dire?
Non, le timing. Non, pour faire une seconde d'animation, tu y passes combien de temps? Enfin, ou 30 secondes d'animation, c'est peut-être plus... Ça dépend, bien sûr, ça dépend de difficultés, ça dépend de plein de choses, en fait. Hein. Mais si je peux te donner un exemple, à l'époque, on était sur l'illusionniste, on était encore sur papier, donc, crayon papier. Et c'était à peu près 5 secondes par semaine, à peu près, qu'on devait faire. Sachant que nous ne faisons pas le dessin définitif. Il y a une équipe, notre département, qui redessine avec un trait définitif. Nous, on s'occupe de ce qu'on appelle le rough, en fait. Donc, si on veut rajouter le trait définitif, c'est encore plus de... C'est encore plus de travail. Donc, du coup, avec toutes les finitions, toute la texture, tous les détails, etc. Donc, c'est un autre département qui s'occupe de ça, qui dessine donc avec une feuille par-dessus et il retrace, on va dire, on redessine en reconstruisant, etc., en mettant en ajustant aussi, en corrigeant aussi des fois des fautes de volume, des fautes de modèle. Mais nous, on s'occupe surtout de la gestuelle, de l'acting, et bien sûr faire en sorte que les volumes soient au maximum en place, les proportions, etc., quoi. Et en général, notre travail, cette étape-là, environ 5 secondes par semaine. Bien sûr, ça évolue maintenant. Les prods sont de plus en plus, déjà avec l'arrivée du numérique, et surtout, les prods ont de moins en moins de budget, on va dire. Donc, du coup, on est plus dans du 10 secondes par semaine, en long métrage en tout cas, 10 secondes semaine, plutôt que 5 secondes semaine, entre 8 et 10, j'ai envie de dire. Et du coup, ce concours 11 Second Club, tu l'as pas fait pour la notoriété, pour dire tiens, je vais faire un truc pour montrer aux autres. C'est vraiment. J'imagine qu'il y a toujours un peu de ça. On va dire que c'est marrant. Moi, je suis de base, on va dire, un petit peu compétitif, on va dire. Je m'attendais à rien, en fait. Je pensais pas que, vu qu'en plus j'ai gagné ce mois-ci, quoi. Je m'attendais pas du tout à gagner, quoi. C'était juste pour bien sûr montrer un petit peu à la communauté, bien sûr, mais c'était surtout pour avoir vraiment quelque chose de structuré, en fait, vraiment avoir une deadline, avoir un dialogue imposé, surtout parce qu'on peut passer des plombes à choisir un dialogue et on peut passer des plombes sur une animation si on n'a pas de deadline, quoi. Et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir une limite. C'est ce qui permet justement de trouver vite fait les idées, d'être efficace et de lâcher le bébé aussi de temps en temps, parce que sinon ça peut durer des mois, voire des années si ça ne s'arrête pas, quoi. C'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, tu fais encore ce genre de choses ou non. Tu te fais encore plaisir à faire... Non, c'est vrai que c'est peut-être la différence, justement, vu que moi, j'ai pas vraiment appris à dessiner par le plaisir, mais plus pour un objectif. C'est toujours pas un plaisir de dessiner. Quelque part, c'est marrant, mais depuis que j'ai commencé le storyboard, j'ai compris que j'ai appris que je n'aimais pas tant le dessiner que ça. C'est plus, en fait, j'adore le brainstorming, par exemple, discuter, trouver des idées, et parler, psychologie de personnage. J'adore ça, quoi. Plus que dessiner, ça limite, ça m'emmerde un petit peu, mais je le fais et j'aime le faire. Faut pas non plus déconner. C'est un outil pour montrer. Voilà, exactement. Et surtout le storyboard, ça m'a permis de dessiner, on va dire, très lâché. Alors que l'animation, c'est quand même, ce serait laborieux. Hein. Faut peut-être le début, ça va quand on fait la première étape où on se lâche, on fait des dessins un peu dégueulasses, quoi. Mais lorsqu'il faut commencer à mettre tous les volumes en place et tout le côté, on va dire, très technique, ça commence à me lasser un petit peu, on va dire. Du coup, c'est vrai, contrairement à d'autres artistes, d'autres techniciens, j'ai pas vraiment, j'ai l'impression que la plupart des amis vont faire une BD, par exemple, ou vont réaliser des courts-métrages d'animation, etc., quoi. Ils font des illustrations. C'est vrai que moi, c'était pas trop mon domaine. Moi, je pensais être juste animateur jusqu'à la fin de ma vie, à la rigueur, superviser l'animation pour un long, quoi. Là, je commence à toucher au storyboard depuis 2012. C'est pas faire ce genre de truc, quoi. Pour moi, c'était extrêmement créatif, le storyboard, et je m'attendais pas du tout à faire ça. Et donc là, pour l'instant, je découvre. Là maintenant, j'ai pas mal de bagages maintenant en storyboard, mais c'était pas du tout mon objectif de base, en fait, quoi. Moi, je me voyais plus comme un technicien que quelqu'un de créatif, quoi. Mais voilà, après, ça peut venir plus tard. Là, par exemple, plus je fais du storyboard, plus je commence à m'intéresser à la réalisation aussi, quoi. Donc du coup, peut-être qu'un jour, si jamais j'ai plus de taf en storyboard, peut-être que je passerai la... Non, je sais pas, tu montes les échelons comme ça. C'est petit à petit, quoi. Voilà, c'est petit à petit. C'est pas un objectif de vie, en fait, quoi. Ça m'intéresse parce que j'ai peut-être un projet que j'ai envie de faire, quoi. Mais sans forcément avoir fait d'école de réal ou sans forcément vraiment avoir un profil de réal, quoi, de réalisateur.
Et je vois au jour le jour, on va dire, quoi. Mais c'est marrant parce que pour moi, le storyboard, c'était un truc quand même assez statique avec des cases successives. Ouais. Et quand on voit tes storyboards, ils sont quand même vachement animés. Enfin, c'est entre le truc statique et l'animation. Tu vois, il y a quand même vachement de. C'est assez. Enfin, pour moi, c'est un storyboard assez abouti, quoi. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir un background animation, ça change, on va dire, un petit peu l'aspect de mes storyboards. J'ai pas mal de potes storyboarders qui ont différents backgrounds. J'ai Rémi Chaillet, un background de layout, layout décor et layout aussi posing. Donc du coup, voilà, quand tu vois ces décors, ces storyboards sont hyper composés, super décors, bon perso, bon posing. Moi qui suis dans l'animation, qui a l'habitude de vraiment faire des roughs, j'aime bien me lâcher. Donc du coup, je passe pas trop de temps à faire des jolis décors, mais j'aime quand il y a énormément d'informations, d'acting, d'intention, de mouvement, etc., quoi, pour avoir pas mal de fluidité, on va dire. Mais sans forcément rentrer trop dans les intervalles, mais vraiment juste avoir les bonnes pauses pour pas qu'on ait trop à se poser de questions, en fait. Mais bizarrement, en animation, en tout cas, c'est de moins en moins statique. Quand tu regardes les animatiques des storyboards en animation, surtout en long métrage, c'est beaucoup plus développé, on va dire, quoi. Et c'est limite le squelette du film, en fait. Quand on regarde dans les films, par exemple les anciens films Disney, ou même dans les années 90, les storyboards, c'était plus du concept, quoi. C'était des cases, et après, il y avait toute une équipe pour repenser, on va dire, le cadre. Nous, c'est limite le cadre final qu'on fait. Bien sûr, il sera rebossé, mais on ne réfléchit pas à un truc totalement différent, quoi. En fait, grâce aux outils numériques, tu peux vachement... Absolument. C'est vrai que sur papier, je ne vois pas comment on peut faire du storyboard papier. Je ne vois pas comment fait Miyazaki, par exemple. Je n'arrive pas à me dire comment il peut... je n'arriverai pas, quoi. Ce n'est pas possible. Justement, il y avait une exposition chez Art Ludique, à un moment où ils exposaient des storyboards, enfin du layout plutôt. Plutôt du layout, Ghibli. C'était hyper intéressant, mais comme c'était écrit en japonais, on ne comprenait pas tout ce qui se passait. Avant de parler de tes projets et des projets dans lesquels tu travailles, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé vers cette voie, à la base ? Parce que tu as parlé vachement de manga et de choses comme ça, et bien sûr. À un moment, en fait, tu as plus suivi ta sœur qui écoutait ta sœur. Mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'a tellement inspiré, tu t'es dit, voilà... c'est comment dire, une personne, c'est un peu difficile, je dirais, des films qui m'ont énormément inspiré. J'ai vu à 16 ans Princesse Mononoke et Le tombeau des Lucioles, par exemple, donc de Miyazaki et de Takahata. Moi, je me suis pris une grosse claque, quoi, en fait. C'était pile poil ce que j'avais besoin de voir à cette époque-là, à cet âge-là. Princesse Mononoke, j'en souviens, on m'a prêté le VCD, je l'ai vu 12 fois en une semaine. Pareil pour Tomber des Lucioles, je l'ai vu 6 fois en une semaine. Ah ouais. J'ai jamais autant pleuré sur ce film-là, quoi. Mais sur un film, je dirais que mes grosses influences de départ étaient plus. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à dessiner, donc à commencer à faire les prépas en art, j'ai découvert, par exemple, vu que je m'intéressais beaucoup à l'animation et au dessin de mouvement, j'ai commencé à m'intéresser à quelques animateurs, dont un en particulier, bien sûr, Glen Keane, qui était bien sûr une énorme influence sur moi tout au long de mes études en animation. Et même actuellement, lorsque je dessine, j'ai quasiment pris des tics, un petit peu, on va dire, de ça, quoi. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a le genre de... il a un dessin très, très lâché, on va dire, même s'il a un dessin extrêmement solide, mais lorsqu'il anime, lorsqu'il jette son premier jet, son premier rough, c'est extrêmement rough, c'est extrêmement, il y a pas de contour, c'est vraiment, il dessine vraiment de l'intérieur, il dessine vraiment une énergie, on va dire. Il dessine des masses, des silhouettes, il dessine vraiment une sorte d'énergie, on va dire, sur le papier, et c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Moi qui ai un dessin assez difficile à sortir, du coup, ça m'a énormément décomplexé. Et ça m'a extrêmement aidé. C'est-à-dire que je dessine très très rough, en mettant mon ego de côté, on va dire. Bon, c'est moche, on va dire. C'est pas des jolis dessins, voilà, tout bien fait. Mais je cherche autre chose. Je cherche plutôt l'expressivité, on va dire.
l'énergie, l'attention, l'émotion, on va dire, là-dedans, quoi. Et après, bien sûr, une fois qu'on a cette énergie-là, voilà, on met une feuille par-dessus ou un calque par-dessus et on commence à essayer de retrouver les volumes là-dedans, quoi. Mais cette approche-là, ça m'a extrêmement aidé. C'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas le dessin naturel, on va dire, voilà, ça m'a permis d'évoluer et d'être là où j'en suis, en fait, quoi. Non, c'est clair. Après, bien sûr, c'était une grosse influence. Ça l'est un peu moins maintenant, bien sûr, parce que bon, je me dirige vers peut-être autre chose. Je suis revenu plus vers la mise en scène, enfin l'animation plus japonaise qui me correspond mieux, qui me correspond plus, beaucoup plus subtile, beaucoup plus, voilà, on va dire un peu plus réaliste. Mais oui, c'est dans mon ADN maintenant, le Glenkin, quoi. Des gens je m'en souviens à l'école, les gens se moquaient un peu gentiment, on va dire, quoi, parce que j'étais un peu le gros fan de cet animateur-là. Je m'en souviens quand il était, je m'en souviens avec un pote, on s'amusait on l'a trouvé dans l'annuaire, quoi, parce qu'il avait un appartement à Paris. On a essayé de l'appeler pour l'école, essayé de l'appeler pour qu'il fasse une conférence, et avec un peu d'effort, ouais, on a réussi à avoir une conférence de Glenkin au Gobelin, ouais. Ouais, donc quand je dis que quand tu veux quelque chose, tu vas à fond, je me trompe. Ouais, c'est vrai que ouais, pour ça, ouais, on a eu. Enfin, c'est pas nous qui l'avons appelé sans arrêt, on a réussi à motiver le directeur de l'école qui était aussi à fond au final, quoi, et qui a réussi avec ses contacts à lui à contacter Glenn. Ouais, c'était pas complètement absurde que Glenkin vienne faire une non, bien sûr que non. L'école des Gobelins avait déjà une assez bonne notoriété, donc ils connaissaient déjà l'école, etc. Et sur Tarzan, son équipe majoritairement venait des Gobelins, donc c'était pas non plus aberrant qu'ils viennent faire une conférence là-bas, quoi. Ouais. Alors, il y a 10 ans, j'avais vu un court-métrage qui m'avait particulièrement marqué, qui venait des Gobelins. Ouais. Qui s'appelait Vaudou. Ouais. Et il se trouve que j'ai découvert hier que tu faisais partie de l'équipe. Oui. Et du coup, c'est marrant. C'était vachement marrant. Mais c'est vrai que c'est un des courts-métrages qui était les plus marquants à l'époque. Je prends comme un compliment, comme un truc positif. Ah bah complètement. Comment tu veux le prendre autrement? Non, mais il a fait ça. Non, c'était vachement bien. Et du coup, vous étiez 6 co-réalisateurs. Oui, tout à fait, ouais. Comment ça se passe c'est le bordel. Non, mais alors notre groupe était assez particulier, on va dire. On était tous, on va dire, c'était un peu le groupe japanime, entre guillemets, avec en tout cas une influence japonaise. Et on voulait d'abord faire à l'époque un film hyper contemplatif, un truc hyper poétique. Et du coup, on a commencé à écrire un scénar, on a essayé de chercher. Et au moment de rendre les scénars, déjà parce que déjà le film devait faire 1 minute 30. Et on s'est rendu compte que c'est pas possible, quoi. Il fallait faire un film de 5 minutes ou un truc comme ça. Donc du coup, en une journée, on s'est séparés en deux groupes pour faire un brainstorming, donc 3 et 3. Et avec, je crois que j'étais avec Yann et Seb, et on s'est tapé un délire, limite un peu jeu vidéo, genre des gens qui contrôlent, des chamans qui contrôlent des aventuriers, qui font courir comme ça. On faisait ce geste avec les poupées qui manipulent les jambes, ça nous faisait rire, quoi. Ensuite, et qui sautent et qui se font bouffer par un dieu poisson, mais un truc totalement aberrant, et on dit à propos de ça, parce qu'on n'a rien, quoi, en fait, quoi. Et au final, l'autre groupe n'avait rien non plus. Et du coup, on s'est dit, bon, on fait ça alors. Et on s'est mis à se développer ce projet-là, et pour justement faire ensuite Voodoo. C'est cool, en tout cas. Ouais, c'était rigolo, c'était une bonne expérience. Non, on avait quand même. On avait des gens quand même super bons, hein. Actuellement, je travaille avec Marietta Rein, qui est aussi une des co-réalisatrices de ce film, quoi. Donc c'était un moment très 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 rigolo, quoi. Ouais. Ok. Et alors depuis, tu fais pas mal de longs métrages, du coup, comme on a dit, storyboard, animation. On a reçu Rémi Chaillet, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast. Tu as travaillé sur Tout en haut du monde. Oui. On a parlé du manque de communication à la sortie du film, que ça a été compliqué. Oui. Moi, j'ai même vu des photos de toi portant l'affiche de Tout en haut du monde dans un métro avec la banderole de Zootopia qui couvrait le métro. Ah oui, qui était une station dédiée à Zootopia. Ouais. Ce qui était quand même représentatif du mastodonte qui était derrière les autres, qui n'était pas derrière vous. Alors que bon, moi,
Bon, j'avoue que j'ai pas vu Zootopia, donc je peux pas vraiment. Il est très très comparer. bien. Non, franchement, il est très très bien. Ouais. Mais Tout en haut du monde est quand même sacrément bien, donc c'est un peu dommage. Et j'ai appris qu'en fait, au moment où tu as vu qu'il y avait un manque de communication, tu avais pris les choses en main. Ouais. Bah, bien sûr, c'est un film extrêmement important pour moi. Hein. Tout en haut du monde, j'ai mis toutes mes tripes en fait dedans, quoi. J'étais storyboarder et aussi ensuite directeur d'animation. Et c'est un film, déjà, bosser avec quelqu'un comme Rémi, t'as envie de tout donner pour ce mec-là, quoi. Il est super réel, talentueux, humainement super. Donc, bien sûr, on a envie de tout donner. Et forcément, le projet était en tout cas, moi, j'adorais le projet, quoi. J'adorais les personnages. C'est ça le problème. Quand on pense beaucoup à la psychologie des personnages, on s'attache énormément. Et on a envie de se battre pour eux, quoi. Et lorsque, bien sûr, on a vu que la communication n'était pas au rendez-vous, pris de panique, j'ai commencé à essayer de mon côté, trouver des solutions. Alors, j'ai commencé à contacter tous les youtubeurs de films. Je leur ai écrit en leur offrant des places de ciné, quoi. Donc, je leur envoyais, soit j'achetais en ligne, soit je leur remboursais via PayPal, quoi, un truc comme ça. Et j'avais réussi à contacter le Fosseur de film. Je ne sais pas si tu connais le Fosseur de film, qui est très, très suivi, qui était super sympa et qui était vraiment très intéressé pour aller le voir, mais qui était très occupé. Et le film était déjà sorti depuis une semaine et demie. Bon, il a fini par le voir au bout de la 5e semaine et il a fait une vidéo dessus, une vidéo avec inclus dedans Tout en haut du monde qui était vue plus de 250 000 fois, quoi. Donc du coup, c'était plus super. Que les entrées de Tout en haut du monde. Oui. Bon, après, il parlait de plein de films en même temps. Il parlait notamment de The Revenant aussi, quoi. Mais il a quand même fait il a quand même parlé d'un peu de Tout en haut du monde très positivement. Mais en parallèle, j'ai aussi écrit à plus d'une 60aine de blogueuses de mamans, en fait, où j'ai commencé à leur écrire, chercher leur contact et leur offrir une place de ciné à elles et leurs gosses, quoi. Donc j'offrais 2 ou 3 places de ciné, quoi. Et bien sûr, elles ne répondaient pas toutes, mais ceux qui répondaient ont été intéressés. Et après, l'autre problème, c'est de trouver une salle dispo, quoi. C'est-à-dire que le film étant distribué d'une manière très très limitée en France, trouver une salle n'était pas évident. Dans les grandes villes, ça va, quoi. Mais en province, c'était très très compliqué. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas le voir parce que ça passait pas dans la ville où elles étaient, quoi. Donc du coup, il fallait faire 20 bornes, quoi. Bon, bien sûr, ça a quand même pas mal qui y sont allés et qui en ont parlé dans leur blog, en fait. Et bon, le producteur m'a quand même finalement remboursé aussi des tickets que j'ai offerts, donc c'est super sympa de sa part. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème là-dedans. En France, en tout cas, j'ai l'impression qu'on avait un gros problème de communication. Quand je regarde, bien sûr, les maçons américains, il suffit qu'ils placardent des affiches partout, quoi. Mais nous, petits films indépendants, bien sûr, il faut de l'argent pour ça, quoi. En fait, il faut de l'argent, mais il faut aussi que le distributeur y croit autant que vous, ce qui est déjà pas évident. Bon, il faut que... mais bon, on va pas rentrer forcément dans les détails du truc, mais par exemple, quand tu dis que tu écris à des mamans pour leurs enfants, moi, j'ai vu le film à titre personnel, sans emmener mes enfants, que j'ai. J'ai trouvé extraordinaire, le film. Je pense qu'il est... Tout le monde peut le voir. Enfin, tu vois, c'est pas juste les enfants, ça peut être les adultes. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même encore cette histoire. L'animation est dédiée aux enfants, machin. Et du coup, l'identification des cibles, enfin tout ça. Plein de trucs marketing qui sont un peu compliqués. Encore une fois, bien sûr, je vais pas commencer par les dire sur ce podcast. La communication a manqué et même je pense que au-delà de ça, il manque encore quelque chose. Je dirais pas que c'est pas uniquement de la faute du distributeur qu'on avait actuellement. Enfin, à ce moment-là, il y a aussi toute une stratégie de com à réfléchir. Je pense en tout cas. Le fait d'avoir contacté des blogueurs, par exemple, c'est une stratégie marketing. Au-delà de ça, on était allé aux États-Unis, on a fait la tournée des studios américains, on a fait des photos, on a une photo avec Pete Docter, le réel Vice Versa, etc.
Monstres et compagnie, qui est super réel, super sympa. On a une chez Pixar. Chez Pixar, avec Ronnie Del Carmen aussi, Corée de vice versa. Ça, c'était une démarche que vous aviez initiée. Vous vous êtes dit, tiens, on va aller présenter. C'était une sorte de prémisse pour la course aux Oscars, on va dire, quoi. C'est-à-dire qu'on commençait on voulait présenter le film à ces grands studios, parce que c'est la majorité, il y a beaucoup de votants, on va dire, là-dedans, quoi. Et donc on l'a montré à Pixar, Disney, DreamWorks, Laika, on l'a montré aussi à Paramount, etc. Ah oui. On a fait la tournée des studios, avec des photos. On a donc une photo avec Pete Docter qui tourne dans l'affiche tout le temps du monde. C'est nécessaire pour arriver aux Oscars. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je pense que si, il faut faire la tournée des grands studios quand même. Je pense que c'est hyper important, et c'est pas tous les films français en tout cas qui ont la chance de le faire. Nous, on a eu des contacts pour. Par exemple, ma sœur travaillait à l'ECA à ce moment-là. J'ai pu quand même dire via ma sœur le montrer à ce studio-là. Et voilà, ça reste quand même bénéfique. Bon, après, encore faut-il le communiquer, tu vois. C'est-à-dire que cette photo avec Pete Docter, on l'a pas. Moi, je pensais qu'on pouvait en parler à la presse ou quelque chose comme ça, quand même. Un petit film français qui va se montrer dans les studios hollywoodiens, c'est pas tous les jours. Bon, il n'y a pas eu de suivi, et même plus que ça. Je sais pas si Rémi te l'a dit, mais je me suis battu pour montrer le film dans un festival à Tokyo. Au Tokyo Horror Festival. Voilà, ça, je voulais en parler aussi. D'accord, bon, c'est plus tard. Mais du coup, puisque tu parlais des Oscars, du coup, elle donne quoi aujourd'hui la course aux Oscars? Parce que je sais que vous avez gagné un Emmy Award il n'y a pas longtemps. Là, on a gagné, oui, effectivement. Au-delà des prix à Annecy, etc. Oui. Mais les Oscars, on n'a pas eu de chance aussi. Faut se dire, on est tombé à la même année que Ma vie de courgette, La Tortue rouge. Il y avait aussi plein d'autres films. Et j'avoue, ce sont des films quand même super. Et des films en 2D comme le nôtre, ils en prennent qu'un, quoi. Et il y avait aussi Kubo, je crois aussi. Et là, lequel ils avaient pris, du coup? Parce que j'ai pas celui qui a gagné les Oscars, sans doute un film. Enfin, celui qui a été nominé déjà. Nominé. Alors, il y a eu La Tortue rouge, Ma vie de courgette. Il y a eu Kubo de Laika, et il y avait je sais plus quel Disney Pixar il y avait à cette époque-là déjà. C'était pas Flûte. J'ai oublié. Je crois que j'ai essayé d'oublier. Si, on va faire tellement des déçu liens, que j'ai voulu oublier. Ouais. Du coup, tu peux pas représenter l'année d'après en disant mais attends. Non. Une fois c'est fait, c'est fait. Après, Okay. Et alors, justement, cette épopée japonaise dont tu parlais, toi, tu as fait des pieds et des mains pour avoir une entrée dans un festival à Tokyo. Alors, j'ai inscrit moi-même le film au festival, alors que normalement, c'est le distributeur international qui doit le faire. Bon, à ce moment-là, ils étaient difficilement joignables, on va dire. Donc, du coup, vu que la deadline approchait, je l'ai fait moi-même. Et donc, je l'ai inscrit. Il a été sélectionné, pas à l'arrache, mais au dernier moment, parce qu'ils avaient déjà fait leur sélection. J'ai appris plus tard qu'ils avaient déjà fait leur sélection et qu'on est arrivé un peu tard. Mais grâce à un membre du jury, qui est un super animateur qui s'appelle Toshiyuki Inoue, un super animateur qui a animé depuis Akira jusqu'à Kiki, la petite sorcière, et plein d'autres choses, un génie d'animation qui a vu tout en haut du monde, sans sous-titres japonais, donc il n'a rien compris, mais qui a dit non, il faut mettre ce film au festival, quoi. Et donc du coup, on a été sélectionné, et donc du coup, on a aussi gagné le Grand Prix. Le Grand Prix, carrément. Et le Grand Prix de l'empereur aussi, je crois. Alors, le Governor Prize, le prix du gouverneur. Donc, on a gagné 2 prix. Mais aussi, surtout, grâce à mon ami Yann Le Gall, qui était aussi coréen sur Voodoo, qui bosse actuellement au Japon en tant que superviseur de décor. Lui était très intéressé pour créer des liens entre la France et le Japon. Donc du coup, il a vu ce qu'on a fait aux États-Unis et il voulait faire la même chose au Japon. Sauf que les studios japonais, c'est pas des studios américains, c'est des tout petits studios. Donc du coup, il voulait qu'on loue une salle de projection et inviter un maximum de gens là-bas, quoi. Et chose qu'on a pu faire. Et on a fait projeter ça dans une salle de cinéma indépendant qui s'appelle Laputa, en fait. Et il y a eu énormément de gens d'animation qui sont venus. Surtout, encore à l'audace, j'ai aussi contacté le studio Ghibli pour voir si on pouvait le projeter là-bas, quoi. Et ils m'ont jamais répondu. Mais lorsqu'on a gagné le festival, c'est là qu'ils ont commencé en fait à répondre aux mails. Et on a pu organiser aussi une projection au studio Ghibli en présence de Isao Takahata.
et plein d'autres personnes. Il y avait aussi Sunao Katabuchi, le réal de Dans le recoin de ce monde, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a aussi adoré le film. Super mec, vraiment adorable. Et après la projection au studio Ghibli, on plie nos affaires, on allait partir, et la dame qui me disait attendez, vous devez aller à la cafétéria. J'ai dit ok, bon, on va à la cafétéria, et il y avait Misao Takahata qui nous attendait et qui voulait qu'on discute, quoi, en fait. Et on a eu une discussion pendant 1 heure. La première chose qu'il nous a dit, c'était alors en général on regarde pas mal de films à Ghibli, et en général je suis assez déçu, quoi. Et là pour le coup j'étais très très agréablement surpris. Donc du coup c'est pour ça qu'il voulait qu'on en parle, quoi. Et on a parlé pendant 1 heure Alors qu'est-ce qui lui l'a surpris? Du fait qu'il pensait voir un film, voilà, et j'imagine qu'il voit plein de films 3D, etc. Et il voyait quand même là, il voyait en tout temps du monde quelque chose d'assez différent, quoi, d'assez vraiment rafraîchissant, quoi. Et c'est marrant parce qu'il a dit aussi une phrase qu'il a repris plus tard dans une conférence, c'était que dans notre film, on a une petite anachronisme. Il y a un moment où le docteur soigne la jambe du capitaine avec de la pénicilline, alors que ça n'existait pas à cette époque-là, enfin, il n'était pas découverte. Ah ouais. Et du coup, Takahata l'a vu, et en général, il est hyper intransigeant à ce genre de choses. Il faut que ça respecte vraiment la réalité. Et il m'a dit mais bizarrement, ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas... du coup, le film, en fait, il était tellement transporté, ça l'a fait accepter ce type d'erreur qui, lui, le ferait tout de suite sortir du film, quoi. Et là, il était vraiment embarqué, emmené, quoi. Et au final, il a beaucoup aimé. Il a d'ailleurs ensuite fait, plus tard, bien sûr, lors d'une conférence... à l'ambassade de France à Tokyo, il a fait un petit speech de 15 minutes sur le film à la fin, quoi. Donc vraiment un speech en soutien. En fait, il voulait soutenir le film pour une éventuelle distribution au Japon, quoi. Ah mais c'est sympa. Super sympa. À titre personnel, moi je trouve que le film arrive à retranscrire l'émotion justement dont tu parles depuis le début. Du coup, ça c'est un pari gagné, mais en fait sans en faire trop, quoi. Je veux dire, il y a exactement la juste animation et en même temps, je sais pas, il y a un truc. Après, c'est difficilement identifiable. C'était un peu le but. Le truc, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de sous non plus. C'est pas un budget énorme. Et vu la difficulté du film, j'ai dit à Rémi, écoute Rémi, je pense qu'on va pas chercher à impressionner nos collègues animateurs, quoi. On va faire un truc très sobre, mais on va essayer de mettre le paquet sur l'émotion. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les astuces, les moyens pour faire le plus avec le moins. Et donc, avec le minimum de pauses, le minimum de pauses de dessin, il fallait communiquer le maximum d'émotions. C'était le pari du film. Et donc, il fallait trouver, justement, c'est là où, finalement, tout en haut du monde, je disais aux animateurs, ne faites pas de l'animation, faites du storyboard animé. Donc, du coup, réfléchissez plus en termes de mise en scène, d'idées, pour communiquer un maximum, tout en faisant le moins. Et il y avait un vrai travail de réflexion. Des fois, on repensait des pauses pour avoir un geste beaucoup plus simple, mais beaucoup plus fort, en fait, quoi, que si on faisait un truc hyper impressionnant, quoi. En gros, c'est ça. Et ça, c'est vachement bien, parce que justement, je suis allé voir les derniers concours justement de Eleven Second Club pour voir ce que ça donnait aujourd'hui. Et en fait, c'est beaucoup de 3D. Il y a beaucoup moins de 2D. Et en fait, comme en 3D, on peut tourner autour du perso, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en tant que mise en scène, justement. L'animation est poussée à l'extrême parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et c'est peut-être ça qui fait que y a moins d'émotion dans le film, justement. En fait, je pense pas que la technique... bien sûr, peut-être que si, le fait d'avoir la possibilité... Quand elle est trop poussée, du coup, bien sûr. On t'emmène vers autre part que l'émotion. Mais par exemple, si je te donne un exemple de mon ami Bolem Bushiba, par exemple, donc animateur 2D de base chez Disney, lorsqu'il est parti chez Pixar, donc son premier film, Les Indestructibles, la première scène qu'il a faite, c'était la scène, je ne sais pas si tu as vu Les Indestructibles, c'est la scène où la mère découvre au téléphone que son mari s'est fait virer, en gros, quoi. Et il y a un changement d'attitude hyper subtil dans son regard, comme quoi il appelle vraiment de manière confiante, elle sait que son mari est dans un séminaire, etc. Et la personne lui dit non, mais il a été licencié, etc. Et on voit la décomposition de son visage, hyper subtil.
et c'est en 3D, quoi. Et en fait, c'est hyper juste. Et aussi les scènes où Bob se fait torturer, électrocuter, ou lorsqu'il prend un syndrome pour le menacer de l'étrangler, etc. C'est des scènes hyper justes, hyper fortes, mais en 3D, quoi. Donc, du coup, c'est pas forcément la technique qui fait qu'on ait un manque d'émotion. Je pense que c'est surtout des choix artistiques. J'ai pas dit que c'était la technique, mais comme on te permet d'avoir plein d'outils supplémentaires pour aller plus loin dans l'animation, t'es tenté d'y aller, quoi. Voilà. Absolument, c'est vrai que c'est on va dire, un peu le piège, surtout quand on débute, c'est de profiter justement des outils pour en faire un maximum, quoi. Et alors, pour terminer sur une note sur le tout temps du monde, j'avais vu sur Allociné qu'il y a quand même 4,3 étoiles spectateurs et presse, ce qui est quand même très très rare. C'est-à-dire il y a quand même la majorité des gens qui l'ont vu, qui ont énormément apprécié. Bon, voilà, je vais peut-être arrêter d'en faire la pub parce on va croire que... Plutôt qu'à l'amitié maintenant. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, et on parle vachement de Disney, de Pixar, de Ghibli, mais en France, on parle plus de Rémi Chaillet que de Sacrebleu. D'accord, oui. Alors, je pense qu'il y a aussi des multiprods en France, etc. J'ai lu que toi, tu voulais monter un studio un peu qui ressemblait à Ghibli, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible, justement, en France ? Alors, j'ai envie de croire que oui, et j'ai envie de croire que c'est ça l'avenir, en fait. C'est-à-dire que, j'avais envie, en tout cas, ce projet-là, vu que la collaboration s'est super bien passée, avec que ce soit avec Rémi ou d'autres artistes, il y a Malice Valade, Patricio qui était le directeur artistique du film, les superbes couleurs de tout temps du monde, c'est lui, quoi. En tout cas, j'avais l'envie pour les prochains films de garder, on va dire, ce graphisme que Rémi a trouvé, et de continuer pour les prochains films comme Miyazaki fait, par exemple, quand tu regardes les films, que ce soit de Nausicaa jusqu'à Prince Mukeshiro, etc. C'est le même graphisme, et qui a évolué bien sûr au fur et à mesure du temps, mais il n'y a pas une énorme différence, quoi. On reste quand même dans la même patte, mais surtout on reste dans le même pipeline, avec les mêmes personnes qui, après 20 ans, 30 ans d'expérience, savent comment ça fonctionne, et on ne réinvente pas la roue à chaque fois. C'est ça le problème dans les prods français, c'est que j'ai l'impression qu'on réinvente la roue à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de studios qui, on va dire, pérennisent leur artiste, et en fait à chaque fois ça tourne. Les prods montent, les prods meurent pour renaître, etc. Et à chaque fois, faut tout réinventer. Moi, j'avais ce projet-là, vu qu'on avait trouvé une sorte de pipeline, enfin, Rémi avait trouvé ce pipeline-là, quoi, qu'on travaille dessus, qu'on le muscle, qu'on trouve ce qui ne va pas, qu'on améliore. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Calamity, d'ailleurs. On va essayer d'utiliser la même technique. Qui est le prochain film de Rémi Chaillet. Et on va essayer, justement, depuis tout en haut du monde, de pousser à un niveau au-dessus, en quelque sorte. Mais c'est vrai que, on a envie pour ça que entre deux films, plutôt que de partir, avec le risque de ne pas revenir, garder les gens et faire autre chose. Par exemple, on peut faire, je sais pas moi, que ce soit des pubs ou d'autres prestations, etc. en attendant, mais toujours, comme ce que peut faire Ghibli des fois, en testant d'autres techniques, ou en formant des gens aussi, tout simplement, quoi. Et j'avais ce rêve-là de pouvoir ensuite garder un maximum de personnes et continuer dans ce mouvement, en fait. Je qualifie ça d'une sorte de mouvement artistique, un peu comme ce que fait par exemple Benjamin Renner, Patrick Imbert, réalisateur de Ernest et Célestine, ensuite réalisateur de... je ne connais pas le titre en français. Méchant Renard et autres contes. Ils ont cette technique un peu comme ce qu'ils avaient fait sur Ernest et Célestine, sur Flash, avec un côté un peu aquarellé. Et ils gardent ce style pour le... Ils gardent la même prod aussi. Alors, c'était la même prod, c'était c'était le même producteur. Au départ, je crois que c'était chez les Armateurs. Puis ensuite, Didier Brunner a créé une autre boîte qui s'appelle Folivari. Donc, ils ont fait le Grand Méchant Renard chez Folivari. Mais ça reste quand même avec les mêmes équipes, en fait, en quelque sorte, quoi. Et j'ai l'impression que, Folivari est un studio qui commence à prendre beaucoup de galbe et il commence à monter, quoi. C'est vrai que nous, en France, on monte des projets par rapport on monte des studios par rapport au projet, par rapport au réal, par rapport, je sais pas quoi. C'est pas comme les États-Unis ou comme au Japon où il y a un studio qui produit des films, quoi. Avec des réals à l'intérieur. Avec des réals à l'intérieur, tout à fait.
Mais c'est ce qu'on rêve tous. Est-ce que c'est pas le réalisateur qui donne la patte au film au départ et du coup les producteurs bien sûr, ça pourrait être ça, comme ça l'a été, je pense, pour Ghibli, comme ça l'a été pour Disney aussi, je crois, au tout départ, quoi. Bon, maintenant, il faut trouver le courage de le faire. Hein. Maintenant, on a tous des gamins, c'est un peu plus difficile. Hein. On n'est plus autant, disponible parce que ça prend énormément d'énergie, énormément. Il faut avoir toute la chaîne à l'intérieur de la même boîte, j'imagine, parce que Ghibli font eux-mêmes leur distribution. Non, alors, peut-être pas au départ, mais vers la fin, oui, peut-être qu'ils faisaient leur propre distribution. Et encore, non, je crois pas pour leurs films, ils avaient quand même une boîte de distribution, je crois, mais à vérifier. Ouais. Au départ, c'était un petit studio et ils mettaient leur studio en péril à chaque fois qu'ils faisaient un film. Ouais. Mais le studio était là pour faire des films, il n'était pas là pour faire du fric. Il était là pour faire des films, et si le studio devait se disparaître, il disparaîtra, tu vois. C'est juste une coquille, en fait, quoi. En France, on a quand même un système un peu différent avec les subventions, oui, effectivement, etc. Oui. C'est ce qui est une chance aussi, il ne faut pas non plus... tu vois, Et du coup, c'est plus dur de monter les mêmes structures qu'à l'étranger. Bien sûr, c'est sûr, parce que les structures à l'américaine, c'est de l'argent, je crois que c'est de l'argent privé, hein, ils mettent... Il y a des gens qui investissent dans le... Voilà, qui extérieur au studio. Je crois, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas non plus expert là-dedans, quoi. Mais je sais qu'en France, les producteurs, c'est de l'argent public, en fait, qui vient. Bon, il y a quand même des cas où certains producteurs mettent l'argent de leur poche, ou même certains réals, parfois, mettent de l'argent de leur poche pour faire des films. Mais en majeure partie, c'est des subventions, que ce soit CNC, région ou coproduction européenne, etc., quoi. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet une diversité des films. Hein. Des films comme Tout en haut du monde, on n'aurait pas pu le faire aux États-Unis, par exemple. Je crois pas, en tout cas. Mais il y a d'autres contraintes, peut-être plus commerciales, ou je sais pas, qui auraient imposé des choses à Tout en haut du monde. Peut-être, sans doute, mais le fait d'avoir fait Tout en haut du monde, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi servir comme démarrage, en fait, pour justement monter cette structure-là. C'est ce que je pensais, en fait, ce que je pense, en tout cas, quoi. Bon, à voir, hein, je dis pas que c'est mort, mais on va voir avec Calamity comment ça se passe, et peut-être qu'un peu de chance, peut-être que si ça fonctionne, peut-être qu'il y a ce truc-là qui va se faire, on verra bien, quoi. On verra bien. Et toi, t'as pas envie de faire de film ? C'est comme je te dis tout à l'heure, c'était pas forcément un objectif de vie, mais c'est vrai que depuis que je fais du board, depuis que ça m'intéresse. J'avoue, ça m'intéresse. J'ai justement un truc en tête, mais à voir si ça fonctionne. C'est peut-être un peu trop ambitieux, un peu risqué. C'est une adaptation d'un roman, d'une petite nouvelle, quoi. Mais on va voir si ça fonctionne. On verra. J'en discute un petit peu avec Rémi. Rémi pense que c'est risqué, mais bon, on va voir. Moi, comme tu dis, je suis un peu un pitbull des fois, donc du coup, dès que je vais insister pour voir si ça fonctionne, quoi. Et jusqu'au bout. Ouais. Sur Tout en haut du monde, vous avez dû tenir dans les 72 minutes. Ouais. Et du coup, vous avez fait une fin qui était adaptée à ces 72 minutes. Oui. Bon, le film a fait 80 minutes en dessous, mais il y a 72 minutes d'animation. Ouais. Mais ouais. Comment tu sais qu'un film est terminé ? Enfin, on l'a déjà évoqué au cours de... C'est marrant parce que j'ai eu la chance de faire quelques interventions publiques avec des projections publiques, justement, du Tout en haut du monde, et avec une séance de questions-réponses. Et beaucoup de gens étaient frustrés, en fait, de la fin, en disant mais c'est bizarre, la fin, c'est brutal et tout. On a envie de voir un happy ending, de voir Sacha revenir à Saint-Pétersbourg, avoir une revanche vers Tomsky, etc. Bon, chose qu'on a un petit peu, hein, avec des images. Alors, j'ai trouvé un petit truc, je sais pas si c'est une illustration intéressante. Moi, j'aime bien la frustration. Quand on voit un happy ending, voilà, on est content. C'est comme si on a pris son petit chocolat, et on va aller dormir, on est content, quoi. Et on oublie. Alors que le fait d'avoir cette frustration, limite parfois un peu nostalgique, un peu triste, ça reste, en fait. Vous voyez, c'est comme si c'était un truc qui grattait un petit peu, quoi, et ça reste. On y repense en sortant de la salle. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant comme effet. Bien sûr, il faut le doser, il ne faut pas non plus que ce soit trop frustrant, mais le fait qu'il y ait cette petite chose, cette petite frustration, ça permet que le film reste dans la tête des gens plus tard. Je trouve que c'est plus accrocheur que d'avoir un happy ending et ensuite, pouf, on oublie et on passe à autre chose, quoi. Le film était bien, super, on a passé un bon moment et pouf, on oublie.
C'est ce que j'explique aux gens et les gens, finalement, ils disent « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. » quoi. D'ailleurs, s'ils posent la question, c'est qu'ils s'en sont souvenus pour absolument, poser la question. absolument, ouais, absolument. Mais bien sûr, c'est un pari risqué aussi. C'était pas forcément fait exprès non plus, quoi. Mais au final, moi, personnellement, je pense qu'au final, ça fonctionne bien, le fait de terminer là-dessus, quoi. Même si, de toute façon, on a quand même ces images fixes pour parler un petit peu lors du générique, pour le retour de Sacha à Saint-Pétersbourg. Mais le fait qu'on termine sur le profil de Sacha qui regarde vers l'avenir, en fait, ou qui regarde plutôt vers le passé et qui regarde vers le souvenir, vers son grand-père, et qui fasse ce léger petit sourire à la fin, je sais pas quoi, ce petit truc. Pour moi, c'est le propos du film aussi, quelque part, quoi. C'est ça le propos du film, c'est comment Sacha arrive, à faire le deuil de son grand-père, et que surtout elle a réussi à survivre et à sauver son équipe. Pas de spoil, pardon. Peut-être pas trop en dire pour ceux qui ont envie de voir le film. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses hyper réussies qui ont été faites sous la contrainte, finalement. Absolument. Entre la fin, l'animation. Absolument. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que parfois, sous la contrainte, c'est là où on a parfois les meilleures idées. J'aime bien sortir l'exemple de Alien, où ils n'avaient pas de budget. Ridley Scott, à cette époque-là, n'avait pas de thunes. On ne pouvait pas montrer l'Alien trop souvent. Et donc, du coup, ils trouvaient des solutions pour le suggérer. Par des sons, par des sensations, etc. C'est vrai que le son est hyper important. Absolument. Et bien sûr, l'obscurité, etc., est laissée parler l'imagination de l'audience. Alors que maintenant, on montre tout, quoi. Avec, comme tu disais, justement, la technique, le fait d'avoir la technique 3D, ça nous permet de tout faire, de tout montrer. Et donc, du coup, ça neutralise un petit peu, on va dire, l'émotion, on va dire, en quelque sorte. Il y a plus de spectacle. Mais comme tu dis, en tout cas c'est ce que je pense, lorsqu'on sort de ça, on dit on a passé un bon moment, alors que un bon Alien ça traumatise à la fin. Je pense qu'à la fin on y repense, on en fait des cauchemars peut-être, j'en sais rien, parce que ça a touché notre émotion, notre psychologie, quoi, plutôt que nos yeux. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que tu as envie que ton nom reste? C'est une question que je pose à mes invités. Est-ce que tu as envie que ton nom, en tant que soit contributeur au film, soit en tant qu'auteur, reste dans la postérité? Est-ce que tu penses que non, j'accorde pas beaucoup d'importance à mon nom. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait beaucoup la promo de Tout en haut du monde, par exemple, et j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit aussi visible. Mais moi, tout seul, en tant que Lian Shaw, déjà, la position où je suis, je me vois pas comment me faire un nom, et même façon, pour moi, ça n'a pas tant d'importance que ça. Alors que le projet de porter Rémi, de porter ce mouvement-là, et faire en sorte que aussi qu'il y ait peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, mais qu'il y ait un peu plus de justice, on va dire, dans les conditions de l'animation. C'est quelque chose qui motive plus, on va dire, qui t'anime, quoi. Absolument. Plus que de me faire un nom. Justement, c'est ça le problème en France, c'est qu'on a, je pense que c'est un problème, c'est que dès qu'on commence à avoir un peu d'expérience, on va tout de suite faire son petit bout de chemin tout seul. Et alors que je pense qu'au contraire, qu'il faut quand même solidifier les bases. Pour ensuite, lorsqu'on est safe, lorsqu'on a monté notre structure, qu'on puisse avoir le confort de faire les films avec les moyens qu'on ait, quoi, tu vois, qu'on soit pas à chaque fois, qu'on fasse pas à chaque fois des films de moins en moins chers. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression que les films coûtent quasiment de moins en moins cher. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent sur des films, je sais pas si c'est souvent ou quoi, mais ils apparaissent complexés de ne pas avoir fait leur film et de se considérer comme un auteur. Et du coup, il faut peut-être se décomplexer par rapport à ça. Alors, je pense que... après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, de base, je n'étais pas intéressé par ce genre de métier-là, quoi, de métier artistique. Donc, du coup, bien sûr, là, ça commence à venir. J'ai peut-être une petite envie de ça, quoi. Mais
pour moi, pour le moment, c'est plus, là, j'ai trouvé un réalisateur avec qui je m'entends super bien, avec qui je crois énormément, quoi. Donc, du coup, forcément, j'ai envie de porter ça au maximum et ensuite, voilà, se faire une notoriété et après, pourquoi pas, à côté, plus tard, lorsque tout va bien, commencer à faire des films, un peu comme ce qu'a fait Pixar, par exemple. John Lasseter a d'abord été réalisateur, puis ensuite, lorsque ça a commencé à bien marcher, ils avaient une équipe de storyboarders comme Andrew Stanton ou encore Pete Docter, qui ont commencé à développer leur propre projet. Quoi. Ouais, effectivement, ouais. Et c'est ce que j'espère, en fait, quoi. En tout cas, d'avoir suffisamment de notoriété pour avoir plus de liberté pour faire les films qu'on veut. Parce que le problème, c'est que les subventions publiques, c'est super, mais on reste quand même, il y a quand même une sorte de contrainte quand même, beaucoup moins que si c'était des financements privés, mais le fait d'avoir notre propre studio et que les gens savent qu'on a déjà convaincu, en espérant, voilà, tout en haut et en espérant avec Calamity, que les gens font confiance pour investir et qu'aussi avec notre propre trésorerie, j'en sais rien, quoi, qu'on puisse développer aussi nos propres films. Ouais. Pardon. Ok, du coup, tes ambitions d'ici 10-20 ans, c'est plutôt soit continuer à porter les films de Rémi, soit... Pour l'instant, ouais, ça me plaît. En tout cas, j'adore bosser sur ces projets. Bon, lui, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas s'il va en faire d'autres. Après tout temps, il voulait devenir aide-soignant, donc du coup, voilà. Il a changé d'avis, il est en train de faire Calamity. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, mais, on ne sait pas. Mais oui, voilà. Mais bon, j'ai aussi, bien sûr, peut-être... mes projets à moi aussi, on verra bien, mais en espérant l'aide de Rémi et d'équipe, etc. aussi, quoi. Ou peut-être d'autres personnes. Hein. On a Maëlys Valade qui est aussi une des storyboardeuses extrêmement talentueuse aussi, qui a peut-être des films à développer aussi. Enfin, voilà, je pense que idéalement, c'est ça, qu'on reste dans notre... qu'on a des gens avec qui on travaille bien et qu'on collabore ensemble pour faire d'autres projets. Ouais. La réussite, c'est quoi pour toi ? La réussite, la réussite, c'est de pouvoir faire son métier tout en restant, tout en gardant une bonne santé, une bonne hygiène de vie, profiter de sa famille, etc. C'est vrai que plus je vois les conditions de l'animation, plus j'ai l'impression qu'il faut être un jeune célibataire pour pouvoir faire des heures pas possibles afin de faire des films, quoi. Moi, mon idéal de réussite, c'est de pouvoir faire des super films. Tout en avoir une vie à côté, quoi. Et tout en ayant, bien sûr, être à l'abri financièrement aussi, quoi. Et c'est encore le cas, enfin, je dis encore, mais c'est que les animateurs travaillent énormément, soir, week-end, etc. Le problème de la France, c'est que les animateurs donnent parfois trop d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le meilleur plan, la meilleure anime, le meilleur truc. Donc, du coup, ils restent à pas d'heure pour faire le meilleur, alors qu'on leur demande pas tant que ça. Et surtout que budgétairement parlant, c'est pas possible. Mais voilà, il y a cet amour de l'art qui fait qu'on a envie de pas compter ses heures et de faire le truc super, quoi. Pour au final se dire, ah merde, putain, on n'a pas assez de thunes pour continuer avec cette qualité-là, quoi. C'est ça le problème. Je sais pas. Ouais. Ma dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a un film, un livre ou n'importe quel objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps ? Waouh. Oh là là là. J'avoue, c'est un peu dire. En fait, ces derniers temps, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film, surtout depuis la naissance de mon fils. J'ai l'impression que j'ai plus le temps plus rien à faire. Non, mais j'avoue, en ce moment, je m'intéresse bizarrement, je m'intéresse plutôt à la politique, on va dire, quoi, et à ce qui se passe politiquement, surtout en France, forcément aussi. Depuis les dernières élections et tout ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, le mouvement social, ça m'intéresse énormément, quoi, de trouver des solutions pour réduire les inégalités dans ce monde et trouver une solution écologique à tout ça. Enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse en ce moment. Donc du coup, bien sûr, je regarde beaucoup de podcasts, d'interviews. Là, en ce moment, j'ai regardé une interview de Bernard Friot. Bon, ça n'a rien à voir avec l'animation, mais c'est rigolo. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse tout ça aussi, quoi. Mais un livre, j'avoue, je lis pas beaucoup. Les films, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film. Séries. Après, tu peux en dire un.
Ça peut être... je sais pas moi. Tout en haut du monde. Donc. Par exemple. Par exemple. Ouais, non, j'avoue, difficilement, ouais, comme ça, chaud. Ouais, il me faut un petit temps de réflexion, malheureusement. Désolé. Bon, on peut rester sur tout en haut du monde. Allez, on va dire tout en haut du monde. Allez. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Lian Cho. Merci beaucoup, Alexandre. D'être venu. J'espère que tes projets prendront vie bientôt, que ce soit le studio, Calamity. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. I absolutely refuse